Voilà, je tiens à remercier nos brillants orateurs pour le sujet dont l'actualité est apparue de manière assez patente à tous. Et comme nous avons voulu un groupe qui soit un groupe assez restreint afin de permettre la discussion. Et donc, je suis sûr que le débat est de nature à être animé. Et donc, est-ce qu'il y a déjà une première question dans la salle? Il y a un micro à votre disposition. Madame. Mais si vous en avez une, la bienvenue. Peut-être vous pouvez donner des exemples concrets que vous avez vécu sans donner le nom d'entreprise. En réalité, je pense que les secteurs qui sont principalement concernés et sur lesquels la jurisprudence est le plus souvent amenée à se prononcer pour le moment, c'est toutes les entreprises commerciales qui, très clairement, n'ont pas envie d'afficher une préférence nette pour une religion ou pour une autre et qui estiment que leur image de marque leur permet, par exemple, d'interdire le port du voile, parce que concrètement, c'est très souvent de ça qu'on parle. Et tout dépend un peu des juridictions, et ça, malheureusement, je crois qu'en tant que juriste et d'avocat, on est un peu trop souvent confronté à la difficulté. Certaines juridictions considèrent qu'effectivement, la volonté d'une entreprise de privilégier son image de marque est un motif légitime. Il y a même certaines juridictions qui vont jusqu'à dire que même s'il n'y a pas de mention par rapport à cela dans le règlement de travail, de mention écrite, mais que l'usage dans l'entreprise, Maître Morelli pourra nous le dire plus que d'autres, mais que l'usage dans l'entreprise est suffisant pour justifier une politique de neutralité, dans ce cas-là, vous pourriez, le cas échéant, en vous fondant sur l'image de l'entreprise reprise dans une espèce d'usage de l'entreprise, justifier un licenciement pour motif grave d'une travailleuse qui porte le voile. Ce que je constate aussi souvent, c'est que la jurisprudence est beaucoup plus sévère par rapport à des travailleurs qui se convertissent qu'à des travailleurs qui arrivent sur le lieu de travail en portant le voile ou en affichant très clairement une conviction religieuse. Les cas dans lesquels la jurisprudence a été amenée à être très sévère par rapport à tout cela et à dire ben non, effectivement, le port du voile, malgré les chartes neutralité, etc., peut constituer un motif grave. C'est très souvent des travailleurs qui reviennent d'incapacité de travail, qui sont convertis entre-temps et qui exigent à ce moment-là de pouvoir porter le voile ou qui, sans revenir d'incapacité de travail ou autre, décident tout à coup que leurs convictions religieuses les autorisent à afficher le port du voile en dépit éventuellement d'une politique de neutralité dans l'entreprise. Mais d'une manière générale, ce sont des problématiques qui aboutissent peu dans les tribunaux parce qu'on négocie beaucoup. On n'a pas le choix. C'est des matières qui sont tellement sensibles qu'elles nous obligent à la discussion et à la négociation. Et ce, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Moi, j'ai une expérience par rapport à cela dans le secteur public où même les autorités publiques ne veulent pas prendre position par rapport à tout cela. Et on va même jusqu'à dire, effectivement, le décret de neutralité existe. Ça interdit le port du voile, par exemple, aux enseignants, mais pas au personnel ouvrier. Et on ne veut pas, politiquement, dire qu'effectivement, un ouvrier qui viendrait en portant le voile, malgré le fait que le décret PAPO, qui est le décret qui est relatif au personnel administratif et ouvrier, prévoit le principe de neutralité, malgré le fait que le règlement de travail le prévoit, nous, on estime, autorité politique, qu'on ne veut pas se lancer dans cette voie-là. Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que, d'expérience, en réalité, on négocie bien plus qu'on ne finit au tribunal. Ce qui est sain, oui. Finalement, enfin, moi, ça c'est mon opinion, mais c'est sain de pouvoir avoir une discussion ouverte sur la manière dont on gère ce genre de difficultés dans l'entreprise. Parce que ça pose problème à l'employeur très certainement, parce que l'employeur doit voir l'intérêt général, mais j'imagine aussi que le travailleur se retrouve dans une position particulièrement délicate par rapport à tout cela. Nous, on a accompagné de manière indirecte le licenciement d'une personne qui avait refusé de donner la main à quelqu'un qui était d'une autorité de contrôle. Donc, ça crée toujours une tension. Et je crois que le service RH de la société a décidé de le licencier avec préavis, justement pour éviter les problèmes et la discussion. Mais c'est une société dans laquelle il n'y avait aucune charte, etc. Donc parce que c'est des problèmes que la maison mère préférait éluder. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a organisé ce colloque, c'est pour justement que les choses puissent être mises à plat. Et Madame disait, ben, c'est un parapluie. C'est juste, mais ce que nous avons conseillé, c'est qu'il
il y a au moment de l'engagement des personnes qu'il y ait un dialogue clair qui ait lieu à ce moment-là, parce que ça permet au moins d'évacuer une partie des problèmes. Ça n'évacuera pas celui que Pierry va citer d'une conversion en cours de route, mais enfin, je veux dire, ça... Et il y a beaucoup de sociétés où on essaie de créer des organes de dialogue qui portent notamment sur cet aspect des choses. Je voulais revenir sur 3 petits points. Le premier, c'est la question de l'usage. Je suis d'accord que la jurisprudence variable, c'est certain, mais la question de l'image de marque par rapport à l'idée de reporter au public et à la clientèle des attitudes discriminatoires. Donc, ce n'est pas moi qui discrimine, mais comme mes clients discriminent, et que je souhaite avoir des clients tout de même pour survivre, eh bien, je vais les discriminer aussi. Et donc, il y a eu plusieurs tribunaux. Moi, je me souviens d'une décision, mais c'est une décision parmi beaucoup d'autres, évidemment, où un magasin de vente de chaussures avait une vendeuse avec des jupes assez courtes. Et donc, effectivement, sans doute après un arrêt maladie ou je sais quoi, elle revient avec une longue tunique. Voilà. Et le vendeur dit, mais je ne vends plus de chaussures. Voilà, enfin, aux hommes. Et il l'écarte en disant, écoutez, c'est simplement que je dois survivre, sinon, voilà. Et donc, c'était licenciement abusif, tribunal de Charleroi. La question, c'était, à mon sens, est-ce que, donc j'entends bien qu'on ne peut pas reporter la discrimination sans cesse sur la tête de l'autre, mais est-ce qu'un commerçant, est-ce qu'une firme est en charge d'éduquer la clientèle? Donc jusqu'à quel point on peut dire, non, vaudrait mieux que vous fassiez faillite, mais la tête haute, vous comprenez, plutôt que de vous réfugier derrière le caractère infâme de votre clientèle. Voilà. Donc, d'accord qu'on ne peut pas se réfugier derrière le caractère infâme de la clientèle, mais jusqu'où peut jouer cet argument? Parce que tout d'un coup, c'est l'entreprise privée qui est en charge d'éduquer le public, la rue, etc. Mon deuxième petit point, c'était effectivement une attention très importante sur les conversions. Et ça, donc tout à fait d'accord avec les arrêts maladie. Babilou, c'est aussi, hein, c'est une dame qui revient après un arrêt. Hein. La question, c'est que précisément c'est aussi un tournant, je trouve, important de la jurisprudence européenne dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et VEDA de 18 janvier 2013. Donc l'histoire de l'infirmière, de la croix, de l'hôtesse de l'air, etc. Mais donc dans cet arrêt, la Cour modifie, elle dit explicitement qu'elle modifie sa jurisprudence, ce qui est tout de même rare, hein, en chef de la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit explicitement qu'elle modifie sa jurisprudence pour abandonner l'idée que l'employé renonce à sa liberté de religion en signant le contrat de travail. Alors que jusque-là, bon, si on n'avait pas mentionné qu'on avait telle exigence ou telle caractéristique religieuse, c'était tant pis, on avait en quelque sorte renoncé en ne mentionnant pas à l'employeur qu'on avait des spécificités. Et donc la Cour dit explicitement qu'elle abandonne cette jurisprudence, et donc comme pour les autres droits fondamentaux, la relation de travail et la signature du contrat, évidemment, entrent en discussion dans le contexte, évidemment, contractuel de la relation, mais n'est pas décisif. Ce qui est décisif, c'est la pondération proportionnée, motivée, expliquée des différentes obligations. Voilà. Moi, ça, je crois que c'est important. Alors, un petit point par rapport à ce que je disais tantôt, mais très bref. Donc, si ces jurisprudences comme Babilou, Club, Emma, etc. se déploient, donc, la nécessité de la charte, plus ou moins intégrée peut-être dans le règlement de travail ou en dehors, va devenir un moment central. Alors, c'est déjà en route donc pour des chartes qui voudraient prôner la neutralité. Je vous ai dit que ce n'est pas clair du tout, évidemment, sauf les entreprises de tendance tout à fait explicites. Mais que deviendrait notre magasin de chaussures qui dirait, voilà, moi je suis un magasin de chaussures, je n'ai aucune finalité religieuse ou idéologique, mais moi je trouve que c'est bien de vendre des chaussures dans une ambiance religieuse d'une certaine façon. Voilà. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Pas de jurisprudence. Par contre, où on a la grosse difficulté, que j'aurais pu réaccentuer, c'est qu'évidemment, la plupart de nos entreprises n'ont pas cette charte. Voilà. Et que dès lors, quel est le statut, soi-disant, de neutralité qu'une entreprise aurait si elle n'a pas pris la peine ou n'a pas eu la possibilité d'expliciter cette neutralité? Comprenez? Et donc, ça, c'est le cas, à mon avis, pour une bonne part. Et donc, avant que la vague ne se termine, que tout le monde reprenne sa plume et entre en contact avec ces dispositifs internes à l'entreprise, avant que ce ne soit fait,
Comment va-t-on gérer cette histoire-là? En tout cas, la position que vous avez vue, y compris pour le Conseil d'État, pour le secteur public, c'est que si on ne dit rien, rien n'est dit. Et donc, on ne peut pas déduire, et c'était ma dernière remarque, du critère de l'usage. Autrement dit, c'est un critère qui va devenir délicat, hein, tant qu'il n'a pas été explicité. Pourquoi? Parce que oui, peut-être bien que l'usage fait que les employés s'habillent d'une certaine façon, etc. Si ça n'a pas été dit, rien ne peut être déduit. Voilà. Et donc, je pense que c'est presque une question, presque une question philosophique, hein, c'est qu'est-ce que la neutralité d'une entreprise qui n'a pas affirmé sa neutralité, hein? Qu'est-ce que c'est la neutralité d'une entreprise qui n'a pas affirmé sa neutralité? Et la jurisprudence commence à faire la distinction entre la neutralité de celui qui n'a rien dit, donc vous vous souvenez des cimetières, je veux simplement être inhumé, mais j'ai rien dit d'autre, bon, versus je veux être inhumé avec une cérémonie, mais qui serait philosophiquement neutre. Bonne chance, je ne sais pas exactement. Bon, mais c'est prévu. Voilà. Donc moi, je pense que la troisième catégorie des entreprises silencieuses va devenir intenable. Voilà, tout simplement intenable. Pour les petits commerces, c'est impossible d'avoir des chartes. C'est trop long pour eux. Donc, la difficulté, c'est que le problème ne se pose pas jusqu'à ce qu'il se pose. Entre guillemets, une fois que vous avez un problème, il est trop tard pour rédiger votre charte. Donc, je pense que, ne fût-ce que déjà une mention dans le contrat de travail, alors on est bien d'accord, hein, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas quelque chose qui est sans doute suffisamment réfléchi et qui doit se faire dans des contrats de travail type, parce que j'imagine mal que vous disiez à l'un tu peux, l'autre tu ne peux pas, mais en tout cas une mention qui soit identique dans tous les contrats de travail permettrait à mon avis, si pas de résoudre le problème, d'amenuiser le risque que le professeur Christian soulevait, mais c'est une problématique sur laquelle on marche vraiment sur des œufs, parce qu'en fonction du juge devant lequel vous vous présenterez, et ça c'est malheureusement pas le propre du droit à la religion, c'est un peu une question de tendance idéologique aussi de nos juges. En fonction du juge devant lequel vous vous présenterez, vous n'êtes pas sûr d'avoir une position qui soit dans un sens ou dans un autre. Puisqu'on le disait, on a de la jurisprudence qui considère que même s'il n'y a pas de règlement de travail, dans une société commerciale, si l'usage est qu'on soit neutre, on peut se fonder sur cet usage. Ce qui est pour moi juridiquement critiquable, parce que encore faudrait-il démontrer cet usage. Et ça, je pense que dans le cas d'espèce, ce n'était pas le cas. Mais comment est-ce qu'on va faire effectivement avec toutes ces entreprises qui n'ont pas pris la peine de faire des chartes ou de le préciser de manière suffisamment explicite à leurs travailleurs? On prend des risques après ça. Enfin, voilà, le risque, quel est-il? C'est le risque d'une indemnité de rupture en cas d'acte équivalent à rupture ou autre, et le risque de dommages et intérêts pour licenciement abusif. J'ai une certaine tendance à dire, mais certains me le critiqueront, mais j'ai une certaine tendance à dire qu'en droit du travail, tout est possible pour autant que vous ayez les moyens de le faire. Financièrement, si vous êtes prêt à assumer une indemnité pour licenciement abusif, vous n'aurez pas de difficulté, ça vous coûtera peut-être moins cher qu'une charte. Après ça, enfin, on est malheureusement dans le secteur des affaires et c'est pour ça aussi qu'on propose la réflexion en amont plutôt qu'en aval. C'est parce qu'on en arrive dans des entreprises silencieuses où la question qu'on pose à notre client, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à payer? Clairement, c'est ça. D'autres questions? Oui, moi, vous avez parlé de la charte de travail, etc. Mais est-ce que ce qui est énoncé dans une charte de travail est forcément indiscutable ou en cas de litige? Est-ce que malgré tout, on peut revenir sur ce qui est... Alors là, la question devrait plutôt être posée à Pierre-Yves, mais en réalité, j'ai volontairement choisi l'exemple d'une entreprise de tendance où les questions sont indiscutables, où là, très clairement, vous avez tout à fait le droit de limiter, entre guillemets, la liberté religieuse externe de votre travailleur. La question, elle se pose en amont, elle est toujours de vérifier si vous avez des buts légitimes, s'ils sont proportionnés, etc. Évidemment, si vous êtes une entreprise pharmaceutique qui travaille avec des ventilateurs en permanence, le port du voile peut poser problème en termes de sécurité et autres. Mais très clairement, et ça le professeur Christian le disait, dans des sociétés qui sont des sociétés commerciales, quelle est la légitimité et quelle est la mise en balance qu'on peut faire entre le droit à l'entreprise à avoir une image de marque qu'elle estime devoir être neutre et le droit à la liberté religieuse? Il y a une frange de la jurisprudence qui dit oui, effectivement, ce sont deux droits qui sont tout à fait légitimes, mais il faut mettre ça en balance. Et quand on met ça dans la balance, la liberté religieuse prime sur le droit à l'image de marque de l'entreprise. Donc vous n'êtes plus véritablement maître de ce que vous voulez faire chez vous, malheureusement. Mais... Un exemple célèbre de la jurisprudence française, toujours, Cour d'appel de Paris en 1990, n'a pas été en cassation, ils auraient perdu en cassation, mais ils n'ont pas été, d'un restaurant juif parisien,
dont le cuisinier perd son père défunt en Israël et doit assumer les funérailles de son père en Israël. Bon, alors la loi française prévoit, je ne sais plus, quelques jours, je crois pas un père c'est 3 jours, quelque chose comme ça, mais la loi juive crée des rituels de funérailles d'un père qui vont s'étendre sur 3 semaines. Bon. Alors il prend ces 3 semaines, il revient. Alors on l'a remplacé pendant qu'il était parti, donc il y avait un autre cuisinier qui, l'entreprise n'a pas souffert en quelque sorte, mais l'employeur va dire « Ah ben non, licenciement, qu'est-ce que c'est? Vous êtes parti pendant 3 semaines, vous aviez droit à 3 jours, où en sommes-nous » Et l'employé répond « Ah mais écoutez, c'est vous qui jouez au restaurant juif. » Ben donc on respecte la loi juive. Voilà. Et la Cour d'appel a fait jouer l'article 1135, et donc a dit « Écoutez, oui. » C'est donc usage, mais vous voyez où on en était. L'employeur disait « Non, je ne joue à la loi juive que pour le produit que je fournis au client. » Et la Cour d'appel a dit « Non, 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 si vous commencez à jouer à la loi juive, dans un restaurant cachère, c'est l'ensemble de la relation qui est couvert. » Et donc, ce serait malvenu de reprocher à votre cuisinier d'avoir respecté la loi juive que vous prétendez respecter vous aussi. Voilà. Donc ça, c'est un cas important, beaucoup de commentaires là-dessus, mais très précaire, hein, parce que la Cour de cassation de France souhaite que tout soit explicité. Hein. Voilà. Donc, la Cour de cassation de France, jusqu'à présent encore, donc par exemple, un touriste français juif qui s'en va en Israël, alors il avait prévu son vol de retour un jeudi, voilà, il y a grève, il y a panne dans l'avion, je ne sais pas quoi, et donc on lui dit aucun problème, on va vous déplacer sur le vol du vendredi soir. Oh, le vol du vendredi soir, il ne peut pas le prendre. Un juif pratiquant ne se déplace pas, ne vole pas, etc., pendant le Shabbat. Alors il le fait valoir, il dit, écoutez, vous savez très bien, moi je suis dans le cadre d'un pèlerinage en Israël, je suis juif, c'est tout bien connu qu'on n'utilise pas un vol le Shabbat. Et Air France dit, ah ben non, moi, écoutez, si vous ne prenez pas ça, vous payerez le vol que vous voulez. Voilà. Et la Cour de cassation de France, sa position finale, ça a été de dire, est-ce que vous aviez mentionné que vous étiez juif au moment de la négociation de ce billet d'avion? Non. Donc, vous perdez. Voilà. Mais donc ça, c'est, à mon avis, la position de la Cour de cassation de France ne va pas pouvoir tenir très longtemps avec la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne de janvier 2013. Mais voilà, donc cet arrêt de la Cour d'appel de Paris de 90, il reste très symbolique, mais très impressionnant, évidemment. Hein. D'autres questions? Moi, je voudrais peut-être revenir sur la question de la pratique, donc de la pratique d'un culte sur le lieu du travail, parce que dans la réalité, on voit qu'au sein des entreprises, il n'est pas peu fréquent qu'un travailleur religieux qui adhère à une religion et qui veut la pratiquer réserve une salle de réunion à certains moments de la journée ou à certains moments de l'année, réserve une salle de réunion. Il ne dit pas nécessairement, il ne dit pas ce qu'il va y faire, mais il réserve la salle et dans cette salle, eh bien, il va exercer un culte, des prières, etc. Et comment est-ce qu'on traite ça au sein de l'entreprise? Eh bien, est-ce que c'est permis dans une entreprise qu'un travailleur réserve une salle de réunion pour des fins non professionnelles? Ça pourrait être une maman qui réserve une salle pour allaiter son enfant, ça pourrait être autre chose. Donc, à partir du moment où la chose est traitée de manière neutre, objective, donc ce n'est pas tellement, on ne veut pas savoir, c'est ce que je disais tantôt, de ne pas entrer dans le contenu théologique, ne pas savoir ce qu'on va y faire exactement, mais en même temps, quel est le contrôle que l'on exerce là-dessus? Parce que dans certaines entreprises, il y a eu des essais de mise à disposition d'un local pour la prière. Donc un certain nombre de travailleurs qui souhaitaient avoir un local réservé pour pouvoir y faire des prières à certains moments pendant leur journée de travail. Si vous avez déjà été sans doute à l'aéroport de Zaventem, où on indique les lieux de culte, vous voyez qu'il y a des petites chambres ou des petites salles quasiment pour chaque lieu de culte, l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'une grande entreprise, je parle d'une entreprise qui a évidemment les moyens de le faire, est-ce qu'elle serait obligée, est-ce qu'elle pourrait, en raison de l'article 9 de la liberté de religion et de manifester sa religion, est-ce qu'on pourrait dire qu'une entreprise est obligée d'organiser, non pas un lieu, mais d'avoir des lieux comme ça qui répondent
un pluralisme interne, ou bien de fournir un local qui soit exclusivement lié à un culte, sachant qu'il y a toujours le risque d'une mainmise. C'est-à-dire que si vous donnez un local à un groupe religieux déterminé qui va dire qu'il y a de bonnes intentions de pouvoir se réunir pour prier, il faut voir les conséquences que ça va avoir dans, je dirais, dans l'environnement, dans la mesure où éventuellement ce local serait contrôlé, que certaines catégories de personnes ne pourraient pas y accéder. Donc là, on sent qu'il y a toujours un rapport de pouvoir qu'il faut pouvoir, c'est le cas de le dire, anticiper. Lorsqu'une entreprise dirait, moi, je trouverais normal d'avoir un lieu mais éventuellement qui soit plurireligieux ou pluriconfessionnel, polyvalent, et non pas réservé à un seul groupe.